Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux. Waouh. Alors, nous, groupe MRHC, sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence du professeur Mortillao, qui va donc nous parler des émotions au travail. Avant ça, je voudrais juste vous dire, ça va être très court. Donc, c'est aujourd'hui le dernier afterwork de l'année. Mais nous avons déjà élaboré le programme de l'année prochaine, donc 3 conférences sont attendues. Il y en aura une en février autour des entreprises libérées, une en mai autour des questions de brûlage au travail, sens et contresens au travail, et un dernier qui sera sur le travail en mode dégradé. Qui sait ici ce qu'est le mode dégradé? Le mode dégradé, c'est comment est-ce qu'on travaille quand une entreprise est dans un milieu en crise, typiquement. Quels sont les derniers services qui fonctionnent quand il y a une énorme crise? Voilà, c'est aussi le mode sans échec de votre ordinateur, c'est un mode dégradé, par exemple. Donc, quels sont les fonctionnements, les ressorts humains, RH, qui fonctionnent dans les organisations? Voilà, donc je reviens sur cette conférence d'aujourd'hui. C'est un feu d'artifice, donc, puisque nous n'avons jamais eu autant de monde que cette fois pour cette inscription. Donc merci en tous les cas d'être là. Donc le plaisir d'accueillir le professeur Mortillao, qui est chercheur et responsable de la recherche appliquée au CISA. CISA, Centre interfacultaire sur les sciences affectives à l'UNIGE. Voilà, la présentation donc sera suivie d'une session de questions, puis d'un apéritif. Voilà, vous êtes bienvenus. Merci. À vous. Alors, bon, déjà ça va être compliqué parce que normalement moi je bouge énormément. Ils m'ont dit que je dois rester derrière le micro. Donc ça va être vraiment le challenge pour moi ce soir. Je vais faire le max pour ne pas bouger trop. Et déjà, merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir assez nombreux. Ça fait plaisir de savoir que ce thème, ça suscite vraiment de l'intérêt chez vous. Je sais que vous êtes tous des professionnels et que vous avez, après une journée de travail, vous avez choisi de venir ici à 6h30, en novembre, fin de l'année, on est tous fatigués. Donc, moi, je vais faire le mieux que je peux pour vous faire passer une 45 minutes intéressant, mais en même temps, j'espère qu'ils peuvent vous donner aussi des idées très plaisantes en soi. Et vous avez pris le temps de venir ici au lieu d'aller boire un verre avec des amis ou de rentrer en famille. Et en fait, moi, la famille, quand même, c'est important. Et moi, je suis né à Milan, je suis grandi à Milan, dans une grande ville. Mais ma femme est suisse, mais sa famille, en fait, ils ont déménagé au Québec. Il y a beaucoup d'années, il y a 1994, je pense. Et bon, moi, je l'ai rencontré ici. Et après, ça fait moins de 10 ans que tous les étés, on va au Québec pour voir la famille. Et la première fois que nous sommes allés, nous sommes arrivés à l'aéroport, Montréal. Et il y a eu un ami de famille, de la famille de ma femme, qui est venu nous chercher à l'aéroport, dans la grande ville, pour nous amener où il fallait aller. Et ce monsieur, italien, émigré au Canada depuis 50 ans, qui voyait finalement un Italien avec qui il pouvait parler, il était très content, très communicatif. Et pendant qu'on rentrait, moi j'ai regardé autour de moi, et il me fait « Regarde, celui-là, c'est moi qui l'a fait. » C'est moi qui l'a fait, quoi. Donc, en fait, c'était un bâtiment, un building, quelque chose de similaire. Ce n'est pas celui-là, mais ça vous donne l'idée. Il disait, oui, moi, j'ai travaillé dans la construction plusieurs années. J'ai travaillé sur ces chantiers-là pendant des années, et ça, on l'a fait. Je suis tellement fier de ces trucs-là que toutes les fois que j'y passe devant, je suis très content de montrer aux gens. Et ça, déjà, je dis, quand même, il est fier, il m'a dit, de quelque chose que ce n'est pas lui qui a projeté, mais il a travaillé, il s'est impliqué. Et il est vraiment fier de son résultat. Il veut montrer, maintenant il a 75 ans, il est retraité, mais quand même, il y avait quelque chose qui déjà me faisait réfléchir. Et vous savez, bon, nous tous, je pense, ici, plus ou moins, on a des professions intellectuelles. On écrit des emails, on a des meetings, on parle avec des gens. On ne construit pas des choses souvent. Et lui, il me montrait quelque chose de très concret. Et moi, j'étais, waouh, ok, bon, après, on a continué. Et finalement, on est arrivé chez mes beaux-parents. Mes beaux-parents, en fait, ils ont une ferme laitière. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans une ville.
Milan, après Genève. C'est plus petite, mais quand même, ce n'est pas la campagne québécoise au milieu du rien. Donc, il y a leur ferme, et 1 kilomètre plus là, il y a un voisin. Après un autre kilomètre, il y a un autre voisin. Et c'est normal pour eux de prendre la voiture pour aller dire bonjour à leur voisin. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, sauf rester sur la ferme, qui c'est magnifique. Mais c'était aussi une expérience pour moi, parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai vu la vraie vie d'un paysan, d'un fermier. Et donc, à 8 heures du matin, plus ou moins, on s'est retrouvés pour faire le petit déjeuner. Et eux, ils étaient debout depuis 5 heures. Ils avaient déjà fait la terre. Ils étaient rentrés juste pour le petit-déj. Et moi, je venais de me réveiller. OK, j'étais en vacances, hein, mais quand même. Même ici, si je me réveille à 6 heures, c'est parce que mon enfant, il me réveille, pas parce que c'est mon choix pour mon job. Et ce n'est pas pareil. Et en fait, j'ai pu apprécier pendant, c'est déjà la première fois, mais après, ça fait 10 ans maintenant qu'on y va, les plaisirs qu'ils ont. C'est incroyable. Vous voyez, c'est mon beau-père et mon beau-frère, quand ils travaillent, ils se réveillent à 5 heures du matin, quand il fait froid, Québec, quand il y a la neige, Québec, quand il fait chaud, Québec, quand c'est très humide, le Québec. Et ils vont à la ferme, à l'étable, à faire ce qu'il faut faire. Et toujours, ils ont plein d'idées, ils agrandissent l'étable, ils construisent un nouveau endroit, ils construisent un garage pour les tracteurs, tous les matériels. Et c'est fatigant, mais on peut voir vraiment dans leurs yeux les plaisirs. Ils sont heureux de ce qu'ils font. Et ce n'est pas pour l'argent, parce que je n'ai jamais entendu un paysan devenir riche. Mais vraiment, ils aiment. Ils ne pourraient faire rien d'autre que donner plus de plaisir à eux. C'est mieux ça qu'aller en vacances. Je ne rigole pas, ils préfèrent travailler, mon beau-père, qu'aller en vacances. Après, il doit le faire parce que la femme aussi, elle a besoin de temps en temps de ne pas sortir de la ferme et pas rester tout le temps derrière la maison. Et vraiment, il m'a frappé, je me suis posé quelques questions parce que ça fait vraiment une grosse différence. Nous, on est dans des bureaux, on voit toujours quelqu'un se plaindre un peu, et j'ai pu vraiment voir les plaisirs du travail. Et en fait, c'est normal finalement. Ça devrait être normal, parce que les émotions, c'est quelque chose que nous avons normalement, on peut dire. On a des émotions quand on est à l'école, on a des émotions quand on est dans un espace public, on a des émotions quand on est dans la famille, on a des émotions dans tous nos espaces de vie. Et le travail, c'est un espace de vie très important. On passe 8 heures, même plus, chaque jour. Et c'est impossible de ne pas considérer toutes les émotions qui se passent au travail. De penser que dans le travail, il n'y a pas de place pour les émotions, c'est une erreur, parce que ce n'est pas simplement possible. Donc, à partir de cette expérience, cette réalisation, je pense que ça vaut la peine de commencer à s'interroger sur qu'est-ce que c'est une émotion, parce que j'ai déjà mentionné fierté, plaisir, être heureux, les rôles des émotions, mais finalement, on n'a pas dit qu'est-ce que c'est une émotion. Et on a une façon de dire dans le jargon de nous qui on travaille sur les émotions, que tout le monde connaît la définition d'émotion jusqu'au moment qu'on lui demande. Parce que si je demande, on est nombreux là, donc on ne peut pas vraiment faire une activité très interactive, mais si je demande à quelqu'un de me dire qu'est-ce que c'est une émotion, de me donner une définition, est-ce que quelqu'un a une définition ou une idée, qu'est-ce que c'est une émotion? Je n'ai rien compris. Pardon, je n'ai pas entendu. Un état d'esprit. Autre chose? Énergie, ressenti, état d'esprit. Pardon. Une réaction chimique? Hormones, ça fait partie de une réaction physiologique, chimique. Autre chose? Réflexion. Et réaction. En fait, l'émotion, c'est un peu tout ça. Dans le sens que l'émotion, c'est déjà une réponse, c'est une réaction à quelque chose qui se passe dans la vie réelle, dans ma tête. Ce n'est pas important, mais c'est une réaction à quelque chose. Et c'est une réaction de mon organisme dans plusieurs composantes. Imaginez-vous que vous sortez, vous arrivez d'après un long voyage, vous arrivez en train, vous arrivez à la gare Cornavin, c'est minuit, même plus tard, 1 heure en fait, voilà. 1 heure, vous sortez de la gare Cornavin, vous allez derrière, vous allez vers les quartiers des grottes, je pense plus ou moins vous tous connaissez, et vous prenez derrière grotte, vous commencez à monter, il pleut un peu, il n'y a personne, c'est tout noir, vous êtes fatigué, et vous prenez une petite ruelle qui est en direction de chez vous, et tout d'un coup, derrière vous,
vous n'entendez pas. Ce n'est pas très agréable, dans le sens que vous commencez à réfléchir. Donc, on commence à penser, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se rapprocher à moi pour me faire du mal? Alors, ce que ça va passer, c'est que vous allez penser rapidement, est-ce que, par exemple, j'ai un téléphone dans ma poche et je peux le prendre pour appeler quelqu'un au cas où? Est-ce que j'ai quelque chose pour me défendre? Est-ce que j'ai repère des voies pour sortir de la situation? Et à ce moment-là, les yeux sont très ouverts. Les oreilles sont tendues. Vous allez écouter si vous pouvez, s'il y a quelque chose qui arrive. Vous pouvez, s'il y a des sorties, quelqu'un qui passe, par exemple, des lumières. Et vos corps, c'est tendu. Le corps, ça commence à battre fort. Les muscles sont tendus. Parce que votre corps est en train de voir une réaction qui s'accompagne à la peur. Parce qu'en faisant ça, vous êtes prêt à sortir de la situation, possiblement. C'est le maximum de chances que vous avez pour vous en sortir. Et ça, c'est l'émotion. L'émotion, c'est une réponse pour répondre à une situation, dans le cas de la peur, des dangers. Et c'est pour ça que si nous, on a peur, on arrive à s'en sortir mieux. Il y a plein d'études qui démontrent que les gens qui ont des déficits, par exemple, d'émotions, dans les choses qu'ils n'arrivent pas à essayer, à prouver de la peur, ils ont beaucoup plus de chances de se faire mal et d'avoir des situations de danger, même de mourir à cas extrême. Mais c'est vraiment un facteur protecteur. Et c'est très important, en fait, de comprendre que les émotions, ils sont là seulement en conséquence d'un événement qui est important pour nous. Ça, c'est la chose plus importante que je vais vous dire ce soir. Je dis toujours ça quand je fais des conférences sur les émotions. Si on a une émotion par rapport à quelque chose, c'est parce que cette chose-là est importante pour nous. Sinon, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas. Et donc, avec ça en tête, si quelqu'un a une émotion au travail, ça peut être intéressant de regarder pourquoi il a cette émotion. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que finalement, s'il a cette réaction émotionnelle due à quelque chose lié au monde du travail, évidemment, pas des choses, on verra aussi sa différence entre émotion intégrale et accessoire, c'est parce que cette chose qui est passée, c'est important pour lui. Et de simplement ne pas le considérer ou de faire comme si ne s'était jamais passé, en fait, on perd de l'information, on perd quelque chose d'utile. Et c'est très important, je pense que beaucoup d'entre vous travaillent dans les ressources humaines, de se rendre compte c'est quoi l'origine de cette réaction. Même des réactions comme pourraient être de colère. Mais pourquoi il a cette colère? En fait, c'est aussi important qu'il soit clair quand on a une émotion, d'où ça vient et qu'on agisse avec cette émotion. Je viens de lire un livre d'un coach, un formateur qui est aussi un professeur à l'université. Et il racontait ces cas d'un client. Bon, il travaillait pour une entreprise. Et en parlant avec les chefs d'un département, ils avaient dit qu'il y avait une personne, une dame, qui allait être passée au haut, dans un rôle très, très élevé, pour diriger toute une équipe. Mais elle ne pouvait pas encore le confirmer officiellement, leur dire, et la coach aussi, elle avait signé un confidentiality agreement, donc elle ne pouvait rien dire. Mais tout le monde, dans les cadres supérieurs, il savait déjà que cette dame allait les intégrer, même dépasser quelqu'un. C'était déjà décidé. Ce qui s'est arrivé, c'est que même si tout le monde savait, elle ne savait pas. Et donc, quand elle rentrait dans les meetings ou rencontrait quelqu'un dans les couloirs, ces gens, ils s'arrêtaient de parler, par exemple, des fois. Ou ils avaient des comportements un peu différents que d'habitude. Et cette dame, finalement, a commencé à voir qu'il y avait quelque chose, que ça n'allait pas. Elle a commencé à développer une anxiété, une peur, finalement. Qu'est-ce que ça va arriver? Et dans sa tête, ces comportements, donc cette sélection de scènes, d'anxiété, de peur, il y a quelque chose que ça ne va pas, il faut que je me renseigne. Mais ce qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas agi cette émotion dans le sens d'aller parler avec quelqu'un. Donc, elle a pensé qu'elle était en train d'être licenciée. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à se désengager. Donc, quand il y avait des meetings, elle parlait moins ou plus comme avant, ou même pas plus, ou même pas. Quand il y avait des événements, elle tendait à être beaucoup moins investie qu'avant. La coach est partie en maternité avec cette situation-là. Quand elle est rentrée,
de l'entreprise et là, ils ont lui dit que cette dame a été virée complètement parce qu'elle était vraiment plus utile dans le système, elle était complètement contre tous les autres. Et tout ça parce qu'elle avait eu la bonne réaction d'avoir un peu d'anxiété, peur. Il y a quelque chose que ça ne va pas, mais elle n'a pas fait la bonne gestion de l'émotion dans ces cas-là. Je me suis dit, ce n'est pas une histoire que j'ai vécue personnellement, mais je l'ai lue. Et je pense que c'est intéressant parce que ça nous dit les pouvoirs des émotions, surtout si on n'arrive pas à l'utiliser dans les bons sens. Et les émotions, en fait, influencent les comportements. Et ça, on connaît, mais j'aime toujours raconter cette expérience qu'ils ont fait en psychologie et en behavioral economics, donc économie comportementale, qui s'appelle Ultimatum Game. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaît? Hein? OK. Donc, l'Ultimatum Game, en fait, c'est un jeu économique entre deux personnes. Vous prenez deux personnes et vous donnez à la première 10 francs, 100 francs, 50, ça ne change pas grand-chose. Vous donnez 10 francs, on dit, et on dit, OK, maintenant c'est à toi de prendre la décision de comment vous allez partager ces 10 francs. C'est toi qui décides, primairement. Tu fais une offre, on peut dire. Donc, la personne doit décider s'il donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, même tous les 10 à la deuxième personne. Mais, après, c'est la deuxième personne qui va soit accepter ton offre, soit elle va refuser. Et si elle accepte, vous partez avec ce partage de l'argent que tu as décidé. Si elle n'accepte pas, vous allez à la maison avec 0, les deux, donc elle aussi. Le résultat du monde, si on commence à 5 et 5, 100% acceptent, 6 et 4, presque 100% acceptent, 7 et 3, presque tout le monde accepte encore, 8 et 2, ça commence à changer, 9 et 1, la vaste majorité, ils n'acceptent pas la deuxième personne. Et ça veut dire que les deux participants vont à la maison avec 0. Si vous adoptez un point de vue purement économique, c'est une décision fausse. Ça ne faut jamais, ça ne fait pas du sens, ce n'est pas rationnel. Donc je vais à la maison avec 0 plutôt que 1. Pourquoi? Il n'y a pas de raison financière, économique, purement, on dirait, rationnelle, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces termes dans ces cas-là. Parce qu'en fait, ce que les gens font, c'est aussi une décision rationnelle, mais basée sur les émotions. Dans le sens qu'il y a un objectif plus important. Si moi j'accepte ces 1 franc, je vais rentrer à la maison quand même avec un sens d'être déçu, fâché et en colère avec quelqu'un. Si je rentre avec moi avec 0, au moins j'ai fait quelque chose de juste. Je lui ai enseigné quelque chose. Ça m'a coûté quelque chose, mais je suis resté j'ai respecté mes valeurs. J'ai respecté quelque chose que je pense est important. Mais ça n'est pas explicable si vous prenez les lois basiques de l'économie traditionnelle, parce que ça ne fait pas de sens. L'homme économique, qui cherche toujours d'avoir plus, ça ne colle pas avec ces cas-là. Parce qu'il y a quelque chose d'immatériel, on peut dire, l'émotion, qui va avoir un poids plus important qu'un franc de... Et ça va aussi pour des montants plus élevés, parce que c'est le principe et l'émotion qui motivent. Ce n'est pas la punition économique. Ça, c'est quelque chose que aussi, je trouve intéressant. Moi, je suis italien, je dis, j'aime le foot. Et quand j'ai trouvé ces études-là, ça me fait vraiment sourire, parce que finalement, ils ont démontré plusieurs études que dans des pays où le foot a un rôle important, dans ces pays-là, les jours après d'une grosse défaite, lors de la Coupe du Monde, la Coupe de Sud-Amérique, il y a une baisse des retours financiers. Donc, qu'est-ce que ça arrive? Les gens vendent les actions et toutes les valeurs baissent. Il n'y a rien à voir avec la décision professionnelle qu'ils doivent prendre, mais ils arrivent au travail avec leur tristesse le jour avant, du soir avant, et ils agissent cette tristesse dans leur activité professionnelle. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça c'est un cas où l'émotion, ce n'est pas vraiment lié au travail. Ça, c'est la chose importante. Ce n'est pas une émotion due à leur activité du travail. C'est une émotion qu'ils apportent la journée, le lendemain. Et de toute façon, pourquoi cette chose? Moi, je vous dis parce que c'est aussi important de savoir que chaque émotion, on verra ça un peu plus après aussi, implique une certaine tendance à l'action, une certaine aussi façon de penser. Et la tristesse, typiquement, implique que si je suis triste, c'est parce que ce que j'ai, ça ne vaut pas grand-chose. Et ce que je n'ai pas, ça pourrait me faire sortir de cette situation-là, et c'est quelque chose que ça vaut la peine d'avoir.
Donc, plusieurs études ont démontré que des personnes qui sont tristes, sont prêts à payer plus pour des choses et à demander moins d'argent pour des choses qu'ils ont à vendre. Et les gens là font la même chose. Ils sont tristes. Les jours après, bon, ce que j'ai, ça ne vaut pas grand-chose, il faut bien que je le vende. Et si vous réfléchissez un moment, il y a aussi ce stéréotype aussi dans les films d'Hollywood que la personne qui est triste, elle va s'acheter des choses. Elle est prête à dépenser de l'argent. Même si ce n'est pas exactement vraiment le cas. La philosophie derrière, la raison derrière, c'est exactement la même. Je suis triste, ce que j'ai, ça ne vaut pas grand-chose, je n'ai pas d'habits qui me vont bien. Si j'achète quelque chose de nouveau, peut-être que ça va faire changer la situation. Et donc, les émotions influencent les comportements et, en lien avec les comportements, la prise de décision. Et les cas dont on vient de discuter des marchés financiers, c'est ce qu'on appelle des émotions accessoires. Ça veut dire des émotions qui ne sont pas liées à la situation du moment. Si j'arrive à la maison le soir et je me fâche avec mon enfant, mais juste parce que le matin j'ai eu quelque chose de mauvais au travail, ça c'est pas un bon comportement, ça ne veut rien dire. C'est une émotion accessoire. J'ai agi une émotion qui n'a rien à voir avec ma situation actuelle. Et en fait, on verra après brièvement, parce que ce soir je ne parlerai pas trop des compétences émotionnelles, on parle plus des émotions, que pour faire face, en fait, qui a un bon niveau de compétences émotionnelles arrive à faire cette séparation entre émotions qui sont intégrales, on peut dire, à la situation, et les émotions qui ne sont pas liées à l'événement en soi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion intégrale. Et ce sont les bonnes émotions. Ce sont les émotions dont on parlait au départ. Ce sont les émotions qui nous disent quelque chose sur le travail. Si je suis en colère pour ce qui se passe au travail, il faut peut-être analyser pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui a déclenché ma réaction? Et ça va aussi pour la tristesse. Parce qu'un employé qui a des émotions face à quelque chose qui se passe au travail, normalement, c'est un employé engagé. C'est quelqu'un qui a quelque chose. Pour lui, le travail, ça veut dire quelque chose. Le problème, c'est la personne qui n'a aucune réaction à n'importe quoi ça passe au travail. Ça veut dire qu'il est vraiment détaché complètement de ce qui se passe. Et on vient aussi de voir cette idée de la tristesse comme quelque chose qui a un effet sur la prise de décision, surtout dans l'idée que je vends ce que j'ai, ça a moins de valeur. Mais en général, chaque émotion a un effet sur notre façon de penser. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que, par exemple, on pense toujours qu'une émotion de colère, on pense toujours qu'une émotion positive, par exemple, au travail, soit toujours la bonne émotion, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que ça dépend de l'émotion positive et ça dépend de la situation. Parce que ce qu'on a trouvé dans plein d'études des psychologues, c'est que quand on est dans un état où tout va bien, on a ce qu'on dit des fois rose-shaded glasses. On a des lunettes roses, on voit tout, c'est tout bon, il n'y a pas de risque, il n'y a rien de grave qui se passe. On ne voit même pas les risques des fois. Donc normalement, pour des tâches, je dis des tâches un peu répétitives, comme on est en train de travailler sur un spreadsheet Excel, donc c'est un file Excel avec plein de données, avec plein de chiffres, un état très positif. Donc vous avez la nouvelle que votre femme a accepté de vous marier. Ce n'est pas un bon état émotionnel pour faire un travail comme ça, parce que vous n'allez pas faire un travail très analytique. Je rigole pas, c'est vraiment, c'est exactement ça. Par contre, un état émotionnel légèrement négatif, avec un bas niveau d'activation physiologique, ça c'est l'idéal. Parce que ça focalise plutôt l'attention sur l'événement et ça ne disperse pas trop les focus. Et ça va un peu contre-intuitif parce qu'on pense, oui, si les gens sont contents, ça va toujours bien. Mais non, il faut être aussi réaliste, être en lien avec la spécificité du job de chacun, de la situation et de l'événement en soi. Donc ça va, pour toutes les émotions, on a un effet sur ce qu'on pense. Par exemple, si on est en colère, en face d'une situation, on aura aussi la perception que cet événement n'est pas trop dangereux, par exemple. Si on a peur, c'est l'opposé, c'est ce qu'on a vu avant, on sera plutôt attentif.
On fera les choses avec moins de certitude que ça va tout bien. Et cet aspect de certitude, c'est lui qui c'est aussi un problème, entre guillemets, hein, dans les émotions négatives, positives, parce que c'est certain que tout va bien, il n'y a pas de risque, il ne faut pas s'inquiéter trop. Qui normalement peut être une bonne chose, mais des fois, ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas les bonnes attitudes. Et donc, on a déjà introduit cette idée que les différentes émotions ont un rôle différent au travail. Et traditionnellement, il y avait cette vision de dire que le travail doit être quelque chose. Ça, c'est une citation de Roosevelt. Quand tu joues, joue fort. Quand tu travailles, joue pas. Et d'un sens, c'est OK. Dans l'autre sens, maintenant, on a un peu plus une idée un peu différente parce qu'on passe tellement du temps au travail. Et l'idée que tu n'as pas des émotions, ça n'a pas de sens. Qu'il y a maintenant des autres visions complètement différentes. Stacy Sullivan, qui est Chief Culture Officer à Google, elle dit exactement l'opposé. Que si on met des éléments de divertissement, de fun dans le travail, on n'aura que des choses positives. Les gens vont être plus contents, être plus performants, ça va augmenter la satisfaction. Et même si aujourd'hui on n'a pas énormément de données pour dire que c'est sûrement le cas, il y a quelque chose que je pense que ça peut faire partie de votre expérience aussi personnelle. Si vous vous rappelez des moments, quand il y a eu des moments de rire partagés entre les gens au travail, je suis sûr que vous avez un bon souvenir de ça. Parce qu'en fait, on sait, parce que c'est un signal qu'on donne entre des autres membres de notre espèce comme être humain, les rires, c'est quelque chose qui renforce les liens entre les gens. Et normalement, plusieurs différentes études ont montré que les rires en soi va déclencher une atmosphère plus positive. Ça permet une compréhension mutuelle. Donc, si je rentre au travail et je dis « Ah oui, tu sais, à 6 heures du matin, Leonardo, qui est mon fils, il a commencé à chanter, il a fait la fête à 6 heures du matin. » C'est très différent de dire « Oui, à 6 heures du matin, il s'est réveillé. Il m'a réveillé encore une fois. » La première chose, ça donne aussi une façon de répondre aux autres que c'est plus ludique, on peut dire. C'est plus fun. On peut en discuter, on résoudre les problèmes, on passe. La deuxième, ah oui, c'est lourd. Ça sert à réduire la tension. Vous savez, il y a un moment de tension, ça peut être utile d'avoir quelque chose qui baisse tout d'un coup. Et aussi améliorer les performances en conséquence de tout ce qu'on vient de dire. Mais si on passe à l'autre extrême, je dois revenir là. On parle de la colère. Et la colère, c'est quelque chose que nous tous, nous avons vécu au travail, nous avons vu de quelqu'un d'autre. Et normalement, dans la plupart des endroits, la colère n'a pas vraiment de place au travail, n'est pas vraiment acceptée. Et je pense que c'est bien qu'elle ne soit pas acceptée dans le sens que si c'est une colère destructrice, une colère agressive, ça n'a aucune place au travail. Mais si c'est une colère, par exemple, par rapport à un concurrent qui a fait quelque chose qui va contre notre entreprise, c'est très différent. C'est une colère qu'on peut essayer d'utiliser pour promouvoir un comportement qui n'est pas déviant, n'est pas contre les normes. Parce que si on arrive à gérer la colère et à l'utiliser dans le bon sens et à comprendre les raisons, donc le manager qui a la compétence émotionnelle, on passe de la colère comme signe de quelque chose de négatif à la colère comme signe de quelque chose qui est important pour moi, pour la personne dans ces cas-là. Et c'est ça la grosse différence. Parce que la réaction de colère, c'est négatif, donc il ne faut pas promouvoir la colère. Mais en même temps, ça ne vaut même pas la peine de la réprimer complètement, mais ça vaut plutôt la peine de la gérer. Et ça, c'est la différence entre un manager qui arrive à gérer les émotions de ses coéquipiers, ses team members, et les autres qui n'y arrivent pas. Après, il y a l'autre gros domaine, c'est le stress. Tout le monde parle « je suis stressé ». Combien d'entre vous sont stressés pour le travail?
Ah, vous allez bien. Je suis content, je suis ravi pour vous. Et enfin, il y a quelque chose qui est important à dire. Nous, on a la tendance à dire « je suis stressé ». Mais si on commence à dire « je me sens stressé », c'est très différent. Moi, je suis italien, je suis marié, je suis un psychologue, je ne suis pas stressé. Je me sens stressé maintenant. Je dois donner la présentation, il y a mille choses à préparer. Et ça change déjà la perception de ce que ça veut dire, le stress. Et il faut aussi penser que le stress, le fait qu'on a mille choses à faire, c'est normal. C'est vraiment normal. Et les moments que nous acceptons le fait qu'il y a plein de choses à faire, ça va tout changer. Parce que ce qu'ils ont trouvé, des chercheurs qui ont étudié ça en profondeur dans plusieurs disciplines, dans plusieurs compagnies, c'est le fait que ce n'est pas le stress, donc le niveau de la charge de travail en soi, qui a des conséquences négatives. Vous tous avez entendu qu'il y a des conséquences négatives liées au stress, et c'est vrai. Mais ce n'est pas le stress en soi, c'est le stress d'être stressé. C'est le fait que je n'arrive pas à gérer, à accepter que je suis stressé, ou que j'ai des choses à faire. Dans le sens que j'ai 10 mails à répondre, demain je vais répondre à 10 emails, j'en aurai 11 le soir à répondre. C'est comme ça. Il faut accepter, il ne faut pas être stressé, se sentir stressé pour quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ça, c'est le problème. Les personnes qui je veux tout contrôler, tout doit être sous contrôle, des fois, malheureusement, souvent, ce n'est pas possible. Et donc, un changement très important à faire, qui est très utile pour tout le monde, c'est d'accepter qu'un certain niveau de stress, ça fait partie de notre job. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois vivre avec la préoccupation que je n'ai pas répondu à cet email ou cette autre chose. J'essaierai de faire le mieux que je peux, évidemment, je travaillerai au maximum, mais c'est important de gérer la situation. Il faut aussi voir s'il y a des éléments positifs qu'on peut voir, parce que si on a plein de choses à faire, ça veut dire aussi qu'on a plein de responsabilités, ça peut être gratifiant de l'entendre à ce niveau-là. Et le stress, évidemment, le stress d'être stressé, de se sentir stressé, c'est aussi une des causes qu'on connaît liées à des troubles, des problèmes physiologiques, aussi psychiques, mais aussi physiologiques. Typiquement, le burn-out, par exemple. Le burn-out, c'est quelque chose qu'on a quand on n'arrive pas à gérer finalement les émotions au travail. Et normalement, c'est l'effet. Par exemple, on essaye toujours d'avoir un visage positif face aux autres. Du moment que tout le monde sort, nous, on dit « je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus ». Ce type de comportement, ça ne nous aide pas. Et en fait, ça pose encore plus de problèmes. Et ça nous pose aussi un poids de plus par rapport à ce qu'on a déjà par rapport au travail. On appelle ça surface acting. Ça veut dire que je fais comment si c'était tout bien, mais finalement, dans moi, je suis tellement mal. Et ça, c'est aussi très lié à l'expérience du burn-out. Et je ne sais pas si vous avez vécu ou vous avez vu quelqu'un, moi j'ai vu quelqu'un de très proche avec l'expérience de burn-out. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Et je peux vous garantir que c'est lié 99%, je dirais, aux émotions. Pas seulement aux émotions de la personne, mais aussi à la gestion des émotions des personnes autour de cette personne, autour d'elle. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de bizarre, d'étrange, mais c'est souvent le cas que c'est dans certains groupes, dans certaines situations, qu'il y a plusieurs cas de burn-out. C'est souvent que c'est lié à la façon de gérer, de manager un groupe, un team, qui va être la cause. Ce n'est pas l'individu, c'est la situation, c'est la gestion du team, souvent. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fort. Et c'est même difficile pour les gens autour de comprendre des fois, parce que c'est quelque chose que on dit, mais ouais, il ne faut pas être très sensible. Mais des fois, ce n'est pas juste une sensibilité, c'est vraiment une situation qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et je ne dis pas que ça s'est fait intentionnellement par quelqu'un, par un manager, mais ça peut arriver.
Et dans les cas que j'ai en tête, c'était même une NGO qui travaille sur l'éthique, ça s'appelle Globethics. Et il a eu ce type de gestion de cette personne qui est allée en burn-out. Après, avec un changement et tout ça, de management, ils ont essayé. Vous savez que c'est très difficile pour quelqu'un avec un burn-out de rentrer dans les mêmes lieux de travail. Dans ces cas-là, la personne est rentrée. Et après la deuxième maternité, ils les ont virés. Ils l'ont laissé à la maison, juste après. Vous voyez qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans la façon de gérer l'équipe et les teams. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est vraiment une façon mauvaise de gérer les ressources humaines. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que des fois, on arrive au bout et c'est trop tard pour faire quelque chose. Et c'est normalement le management qui doit être attentif à ces éléments parce qu'en fait, les émotions, ils se répandent dans l'équipe. Ce n'est pas juste une personne. Il y a une étude avec des infirmières qui était faite. Ils ont demandé à différentes infirmières, les soirs, après rentrer à la maison, de faire un petit journal en décrivant la journée, en disant comment ça s'est passé, c'était une belle journée, les émotions qu'ils ont ressenties pendant la journée. Et les liens, la corrélation, on dit, entre les scores, l'évaluation de les trois était frappant, c'était presque identique. Ce n'était pas que chacune a vécu des choses très différentes, mais il y avait vraiment un effet de l'intime, un partage, une contagion émotionnelle, on dit, qui était tellement fort, qui était supérieur à les vécus individuels de chacun. Et c'est pour ça que j'ai mentionné avant cet aspect lié au management et le fait que les problèmes, ça reste dans l'équipe. Ce n'est pas juste un individu souvent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en fait, essayer de faire face à tous ces défis des émotions au travail, de gestion des émotions, en faisant appel à ce qu'on appelle intelligence émotionnelle ou compétence émotionnelle. Ça, pour moi, c'est un thème de recherche pour moi très important. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à préciser au départ, c'est que c'est une idée, c'est quelque chose qui a eu énormément de succès, cette expression intelligence émotionnelle, mais il y a aussi eu énormément de gens qui en parlent sans finalement en savoir beaucoup. Ça, c'était vraiment un problème parce que même dans la recherche, pour longtemps, c'était un sujet tabou. On ne voulait pas faire la recherche sur l'intelligence émotionnelle parce que ce n'était pas sérieuse. Parce que tout le monde en parlait, elle disait des choses sans aucune donnée scientifique. Les choses ont changé, heureusement. Maintenant, il y a plusieurs avancements dans la science, des applications, des méthodologies. Et donc, les choses ont changé. Mais pour longtemps, et encore aujourd'hui, on entend des gens parler d'intelligence ou compétences émotionnelles sans avoir clair pourquoi eux, ils peuvent parler d'intelligence émotionnelle. Parce que nous tous avons des compétences émotionnelles. Je ne sais pas pourquoi certains qui n'ont pas fait des efforts supplémentaires, ils en parlent. Mais c'est ça, pas ça le problème. C'est que juste, ces termes en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est un terme, on dit en anglais « umbrella term ». C'est un mot pour dire plusieurs choses, en fait. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une série de compétences. Les 4 compétences principales qu'on ne va pas voir ce soir, ça sera peut-être une prochaine fois, mais je vais juste mentionner et dire un petit mot, mais on n'a pas le temps. J'ai que 9 minutes encore pour parler. Et j'ai plein de choses à dire. Il y a 4 compétences primordiales. La première, c'est la compréhension des émotions. Qu'est-ce que c'est la compréhension des émotions? Ça veut dire la capacité de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je ne vais pas interpréter la situation selon ma perspective, mais j'essaie de voir la perspective de cette personne-là. Et c'est une compétence qu'on peut développer. On peut apprendre à se mettre dans la peau de quelqu'un et voir les choses comme elle les voit. On a la deuxième, qui c'est une compétence individuelle, c'est la régulation émotionnelle. C'est l'habilité que j'ai de réguler mes propres émotions. Ça, on sait que c'est un facteur protecteur énorme. C'est vraiment très, très, très important
d'être capable de gérer, réguler ses propres émotions. Et il y a plusieurs façons. Il y a des façons non cognitives. Il y a les techniques de respiration, par exemple, qui peuvent avoir un impact. Il y a plein de choses qui ont même l'idée que ma mère disait, il faut compter jusqu'à 10 avant de faire quelque chose, que c'est simple, mais c'est l'idée que vous allez créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et ça permet d'avoir un moment pour, attention, faire quelque chose de différent. Et il y a aussi, évidemment, qui sont encore plus importants, je pense, des stratégies de régulation émotionnelle cognitives. Typiquement, une façon de penser qui est très négative, que tout le monde, nous tous faisons de temps en temps, plus ou moins fréquemment, c'est ce qu'on appelle la rumination. La rumination, c'est-à-dire on pense toujours à la chose qui nous fait mal. Si je pense, elle m'a quitté, 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 je ne vais pas en sortir, je ne vais pas m'en sortir, je me fais du mal toutes les fois. Ce n'est pas une bonne stratégie de régulation émotionnelle. Et maintenant, on rigole, mais on le fait. On est toujours des fois dans des trous où c'est difficile de s'en sortir. Ça, évidemment, quitter, c'est quelque chose de grave. Mais il y a des choses moins importantes et on se retrouve à penser tout le temps à ça, même si on ne peut rien faire. Mais il y a des stratégies qui sont beaucoup plus positives, qu'on appelle des stratégies adaptives. Ça veut dire qu'ils nous permettent de baisser l'état émotionnel négatif. Par exemple, typiquement, on parle de réappraisal, réévaluation. C'est l'idée de voir les choses en perspective, par exemple, ou de voir les choses dans une vision différente. Il y a plusieurs façons de faire cette réappraisal, et on sait, parce que plusieurs études ont démontré, que c'est très puissant par rapport au bien-être, par rapport à la santé de l'individu. La comparaison entre quelqu'un qui fait de la rumination et quelqu'un qui arrive à faire du réappraisal, c'est bluffant. C'est vraiment notre vie. C'est une capacité très importante. Une autre compétence, c'est la reconnaissance des émotions. Et ça, c'est un autre thème sur lequel j'ai passé 10 ans de recherche. Et c'est la façon de reconnaître les émotions à partir du comportement non verbal de quelqu'un. Et ça veut dire, du partir du visage, des gestes, de la voix, j'arrive, plus ou moins, à donner un label émotionnel ou à percevoir un certain état émotionnel dans la personne. Et même si on ne parle pas de ça, il y a toujours une chose que j'aime bien dire. Il n'y a pas de correspondance 1 à 1 entre un comportement non verbal et un significat. Je dis toujours le même exemple. Quelqu'un qui croise les bras, ça ne veut pas dire « je me défends ». Ça ne veut pas dire ça. Ça peut. Ça pourrait dire ça dans certains cas. Mais dans certains cas, souvent, moi je suis quelqu'un qui croise les bras souvent. Et des fois, typiquement, c'est après un bon repas, je me détends derrière sur les dos et je fais comme ça. Je ne me défends pas des personnes, je suis en train de me relaxer. Par contre, il y a plein de gens qui vous disent « Ah, ce mouvement-là, ça veut dire ça, ce mouvement-là, ça veut dire là ». Non, jamais. Il n'y a aucun mouvement que ça veut dire ça. Il y a, si jamais, des mouvements qui peuvent signifier quelque chose, dans certains cas. Des fois, ça peut être une réaction de défense. Des fois. Ça, c'est très important. Dernière, et c'est un peu la compétence qu'on a un peu discuté déjà avant, c'est la gestion des émotions d'autrui. En anglais, on dit emotion management. C'est l'idée que moi, manager ou quelqu'un en charge, j'arrive à répondre à les émotions des gens qui travaillent avec moi. Et ça, c'est la compétence, je pense, un peu plus avancée parce que ça demande aussi tous les autres, de certaine façon. Donc, je comprends l'émotion, je la vois, j'arrive à réguler ma réaction et j'agis, je fais quelque chose. Pourquoi c'est important? Parce que plusieurs études ont démontré que l'intelligence émotionnelle au travail a de gros bénéfices. Évidemment, personnes avec une intelligence émotionnelle plus élevée, ils arrivent à mieux gérer le stress. En général, ont de meilleures relations au travail. Il y a même cette étude que moi, j'aime pas trop, mais je le mets parce que quand même, je pense que pour des gens, vous êtes plutôt dans les ressources humaines, mais des gens qui sont un peu plus orientés sales, trouvent ça très intéressant, évidemment, parce que des études ont montré qu'une formation sur l'intelligence émotionnelle peut améliorer les ventes d'une manière significative, même supérieure à 10% pour certains, hein, pas pour tout le monde. C'est des gens qui sont déjà très bien, ils n'ont aucun bénéfice. Mais des gens qui sont un peu moins bien, avec une formation focalisée sur ces thématiques-là, peuvent avoir des résultats incroyablement meilleurs. Mais si on passe
pas à la personne dans les teams, mais à la personne qui dirige les teams, je dois revenir là. On a aussi plusieurs démonstrations du fait que l'intelligence émotionnelle du superviseur est très liée à la productivité et à la satisfaction de l'équipe. Et même si on passe à voir la perspective de la personne, les cadres supérieurs, les personnes qui ont vraiment du succès, selon plusieurs études, sont les personnes qui ont l'expérience et les compétences émotionnelles. Ce n'est pas l'intelligence cognitive. Parce que tout le monde qui arrive à ce moment-là à le même niveau est très doué déjà. Ce sont des autres compétences qui font vraiment la différence. Et en fait, il y a une raison pour laquelle il y a cette corrélation, cet effet entre expérience et intelligence émotionnelle. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui encore, la plupart des gens n'ont aucune formation explicite à les compétences émotionnelles. La seule façon dans laquelle nous avons appris comment répondre à nos enfants quand ils sont en colère, à notre épouse pour une raison ou une autre, ou à gérer quelqu'un qui est en colère, en triste, ou euphorique, c'est parce que nous avons vécu des expériences. Maintenant, on apprend que par rapport à l'expérience. Ça c'est en train de changer. Il y a plein de formations, surtout aux États-Unis, mais aussi quelque chose en Europe, qui visent vraiment à développer ces compétences d'une façon explicite. Il y a quelque chose qui s'appelle Ruler aux États-Unis, qui est une série, un programme de formation dédié aux écoliers, qui est développé par Yale Emotional Intelligence Center, qui est une mallette avec une série d'activités et une formation qui peuvent être données aux maîtresses dans les écoles pour faire avec les écoliers. Il a un succès énorme. C'est payant, mais ça peut rembourser un peu les frais de développement. Mais c'est quelque chose qui maintenant s'est intégré dans les curricula de plusieurs écoles à tous les niveaux, mais surtout écoles primaires, dans les pays. Et c'est des écoles privées, mais aussi des écoles publiques, parce que c'est donné à qui le demande. Et c'est vraiment, ça répond de plus en plus. Et ça, quelque chose que je pense est important, parce que cette génération-là, s'il va être formée comme ça, aura vraiment une façon de voir et de vivre les émotions qui va être très différente de ce que nous avons vécu. Et si tous ces aspects-là, ça vous intéresse, ça ne vous dit pas trop de choses, il y a aussi ça. Voilà, apparemment, selon différentes études, les gens qui ont une intelligence émotionnelle un peu plus élevée, ils arrivent aussi normalement à gagner un salaire plus élevé. Voilà, je vous dis ça, après vous en faites ce que vous en voulez. La chose que c'est lié à ce que je disais avant par rapport à la science liée à ces compétences émotionnelles, ça c'est un instrument que j'ai développé avec une collègue ici, et c'est un instrument pour mesurer les compétences émotionnelles dans le monde du test, dans le monde du travail. Et c'est à la fois un instrument scientifique et à la fois un instrument appliqué. C'est utilisé par plusieurs entreprises en Suisse. Ce n'est pas nous qui le vendons, c'est une compagnie qui a pris la licence. Mais l'idée, ce n'est pas de vous faire de la pub au test, mais c'est de vous démontrer, de vous interroger sur le fait qu'il y a des façons pour mesurer et améliorer ces compétences d'une façon contrôlée, standardisée, scientifique. Ce n'est pas un questionnaire comme celle qu'on trouve dans les journaux à la fin, c'est des mises en situation où on demande aux gens de dire c'est laquelle la bonne réponse. Et il y a une raison pour laquelle il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. À découvrir si jamais. On va vers la fin et on dit 3 choses encore, 4, 3. Première chose. Les émotions, comme je dis, nous offrent vraiment la possibilité d'avoir plus d'informations sur ce qui nous intéresse à nous et ce qui intéresse aux autres. Et on peut essayer d'améliorer les travaux. Vous êtes beaucoup dans les ressources humaines, je pense, ici. Et si on prend cet élément émotionnel, peut-être qu'on peut arriver aussi à reconsidérer certains jobs, certains cahiers de charges. Parce qu'il y a des gens qui aiment plus faire certaines choses, qui ont un plaisir, ils font mieux. Et d'autres choses moins, mais peut-être complémentaires avec quelqu'un d'autre. Et je vous raconte cette étude parce que c'est très intéressant pour vous donner une idée de c'est quoi les pouvoirs éventuels de faire quelque chose que nous aimons plus. Ils ont pris des groupes de radiologues. Un groupe de radiologues, ils ont donné les scans non traditionnels, ils ont fait leur rapport. Voilà. Un autre groupe de radiologues, on donne les mêmes scans, mais cette fois, ils ont ajouté une photo
de la personne qui avait été scannée pour faire le scan. Juste ça. Le reste était identique. Les résultats ont montré que, en principe, les radiologues qui avaient les visages, ils écrivaient plus, étaient beaucoup plus détaillés. Deuxièmement, les résultats ont montré que les diagnostics étaient meilleurs, mais au niveau de 40% plus précises, plus détaillées. Et troisième, les radiologues, ils aimaient beaucoup plus faire des rapports quand ils avaient les visages de la personne. Tous les radiologues ont dit, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que le fait de voir l'être humain et l'autre, ça déclenchait des liens, des sensations positives, des émotions, on peut dire. Et ça avait un impact sur leur travail dans le bon sens. Et imaginez-vous que vous allez changer cette politique et maintenant, dans les scans, vous ajoutez l'image de la personne. Personne ne le fait. Mais il y a des données qui démontrent que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et avoir un bénéfice pour tout le monde. Le radiologue, il aime plus son travail, parce que ce n'est pas juste un scan d'un art qui est bon, mais c'est une personne avec un problème, un jeune, une personne, quelqu'un. Non, c'est lié, c'est une identité, ça change tout. Mais aussi que ça a un meilleur résultat des analyses. Donc, redéfinir son propre job ou changer quelque chose, ça peut avoir un impact très fort. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence émotionnelle pour de meilleures relations au travail. Je ne sais pas si c'est quelque chose que ça vous est arrivé. Je pense que plus ou moins, c'est arrivé à tout le monde. Mais quelqu'un qui pleure au travail, il n'y a pas de place pour les larmes au travail. Si la colère, des fois, c'est accepté, les larmes, la plupart des fois, ne sont pas acceptées. Ne sont pas vues comme quelque chose qui est toléré dans l'espace du travail. C'est parce que les larmes sont très difficiles. Quelqu'un de très proche à moi, récemment, m'a raconté, il dit, ouais, je suis arrivé le matin, j'ai ouvert la porte, j'ai frappé la porte, et j'ai ouvert, comme d'habitude, on n'a pas de blocage, on rentre simplement à dire bonjour à mon chef. J'ai ouvert la porte, bonjour, et il était en train de pleurer, fort, derrière son bureau. Et elle m'a dit, moi je me suis bloqué, et je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'aurais besoin de quelqu'un expert en gestion des émotions. Je m'ai raconté ça pour dire le fait que j'aurais pu t'appeler pour voir si tu pouvais m'aider. Mais finalement, pas vraiment, dans le sens que c'est quoi le bon comportement dans ces cas-là? Le fait, c'est qu'il n'y a pas un vrai comportement bon dans tous les cas. La première chose qu'on peut faire, il faut connaître la personne. Imaginez, mettez-vous à sa place. Si vous connaissez un peu cette personne, est-ce que c'est quelqu'un qui aime partager, par exemple, ses problèmes personnels? On ne sait pas si c'était quelque chose lié au travail ou quelque chose lié à la vie personnelle. C'était juste que tu te trouves devant quelqu'un qui pleure. Au travail, c'est ton chef. Toi, tu dois faire quelque chose. La meilleure chose, c'est que si tu as une relation quelconque avec ton chef, tu peux imaginer que c'est quelqu'un qui est très flexible, il aime bien parler, donc ça peut être moins problématique. Ou plutôt, c'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Mais de toute façon, ce n'est pas à toi de choisir les comportements dans ces cas-là. Parce que si on n'est pas sûr de ce que c'est la meilleure chose, c'est de laisser choisir l'autre personne. La chose, c'est de dire, est-ce que je reste, on va prendre un café, ou je préfère que je sorte? Parce que si nous, on ne dit rien, et on dit, pardon, je ne voulais pas, et on ferme la porte, on a donné le signal que c'était une situation tellement désagréable, tellement pas adaptée à l'événement, qu'on s'est senti pas bien, et vraiment, l'autre personne sont encore pires. Parce que tout le monde essaie de cacher les larmes au travail, tout le monde. C'est même pas seulement au travail, c'est souvent le cas. Et donc, il faut essayer de mettre à sa place. Et focaliser sur ce que l'autre trouve important. Et l'autre élément à garder en tête, c'est l'idée que si on veut vraiment utiliser l'émotion pour avoir de meilleures relations au travail, ça peut être bon d'essayer d'avoir un état d'esprit positif. Donc, j'ai aussi une autre chose qui m'est arrivée récemment. Moi, j'attends à recueillir toutes les histoires que j'entends. Quelqu'un
qui est à moi très, très, très proche, qui était convoqué en haut, et ils ont lui dit qu'il était en train d'être viré. Quelqu'un qui a plus que 50 ans, qui a une vie personnelle un peu compliquée, et tout d'un coup, une soirée, ils ont appelé, ils ont dit, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par contre? C'est que son chef, déjà dans le passé, on est arrivé aux situations qu'il supprimait les postes, mais les chefs, ils étaient arrivés à gérer, à garder les postes pour cette personne. Cette fois, lui, il est rentré dans la salle, il y avait le responsable des ressources humaines, et le chef était derrière. Du moment que lui est rentré, il voyait le visage de ce chef-là qui était vraiment triste. Dans le sens que lui, il pouvait voir que cette personne était en train de souffrir réellement pour la nouvelle qui était délivrée. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait comme si ce n'était pas grave, ou quelqu'un qui faisait comme ah, je suis désolé, mais finalement, pour lui, ce n'était pas important. C'était quelqu'un qui montrait une émotion réelle, genuine, qui était clairement perçue par cette personne à moi proche. Et quand on parlait de ça, je pouvais voir que pour lui, ça, c'était un élément clé. Donc, il n'avait pas à l'entreprise, il n'était pas fâché avec eux, parce que la personne responsable avait clairement montré qu'ils avaient tout essayé, mais ces multinationales de l'autre monde, ils ont décidé que maintenant, ça coupe, et ça coupe. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et ça fait toute la différence. Même si les résultats, ça ne change pas, hein? Il a perdu le travail. Mais au moins, la situation est beaucoup plus positive qu'avant. Ça, c'était la dernière chose, je suis long, mais ça, pour moi, c'est très important de partager ça. Et donc, c'est l'idée que quand vous allez planifier un événement, un meeting, imaginez que vous avez un meeting pour planifier un événement très important qui ça va arriver, et avant le meeting, vous allez penser, OK, donc il faut planifier la salle, il faut planifier les invités, les personnages importants qu'il faut inviter, il faut penser que lui, il va s'occuper du catering, l'autre personne, ça va s'occuper d'appeler les speakers, l'autre personne, ça va s'occuper des gens qui s'occupent de ça. Et quand les gens arrivent, on organise les meetings, c'est un meeting très important. Vous, peut-être que dans votre tête, vous avez l'objectif de la séance, de meeting, c'est que tout le monde répare avec les tâches à faire. Donc ça, c'est l'objectif principal pour vous dans la réunion, que ça fait du sens. Mais si, au lieu de se focaliser sur les tâches, on s'est focalisé sur un objectif plus élevé. Parce qu'en fait, imaginez que si comme objectif, au lieu de en plus de donner les tâches à chacun, que c'est quand même important, votre objectif, c'est de faire que les gens repartent d'ici excités, fiers pour l'événement qui va se passer, motivés de faire le mieux, qui essayent de faire l'événement le meilleur du monde, qui se sentent « Waouh, c'est nous qui va organiser ça, on va faire la meilleure édition de cet événement qui ne s'est jamais fait. » Et avec ça, ça va les tâches. Mais l'objectif du meeting, ce n'est pas de définir les tâches, mais c'est d'avoir les gens motivés à faire les tâches qu'il faudra faire parce que l'événement soit un succès. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas les tâches, hein. On ne parle pas de... C'est très important, mais l'objectif final n'est pas de donner les tâches à chacun, mais de donner à chacun une mission, on peut dire. Un état émotionnel, dans ces cas-là, motivé, de fierté et d'être prêt à tout faire parce que l'événement soit un succès. Et je termine. Toujours, j'aime terminer avec cette citation-là, parce que je pense que c'est très parlant. Et je suis vraiment d'accord, parce qu'ils disent, j'ai appris que les gens vont oublier ce que je dis, les gens vont oublier ce que je fais, mais personne va oublier la façon dans laquelle ils se sont sentis quand ils étaient avec moi. Et j'espère que vous vous êtes sentis bien. Moi, je me suis senti très bien avec vous. Je vous remercie. On n'a pas énormément de temps pour les questions, mais je suis prêt à répondre. Et encore une fois, merci. Je suis allé un peu long. Je voulais juste dire quand même un 10 sur 10 au professeur Marty Larraud d'avoir gardé une constante malgré le flamenco à côté. Merci à tous pour la séquence. Monsieur Bilan, une question peut-être. Une petite question sur l'intelligence émotionnelle. Oui. Est-ce
il y a des parcours, des formations maintenant qui sont plus ou moins validés. Il y a des plus validés, un peu moins. Mais l'idée qu'on peut l'apprendre, oui. Parce que, comme on a dit, jusqu'à maintenant, c'est l'expérience. Mais on peut créer des expériences dans lesquelles nous, on peut vraiment cibler certaines compétences. Il y a pas mal maintenant de programmes qui visent à améliorer chaque de ces compétences que j'ai mentionnées. Je rebondis parce que nous, on a testé chez l'ENCO, le test. Oui. Et on pouvait effectivement, c'est super. Et c'est la question suivante, c'est maintenant qu'on a le diagnostic, finalement, concrètement. Ouais. Auprès de quel prestataire? Donc, moi, j'ai cherché. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un prestataire fiable qui propose du développement de compétences émotionnelles. Oui. Oui, oui. Alors, oui, ça on peut... Ah, deux choses. La première, je vais oublier, sinon, que l'année prochaine, on est en train de développer un CAS, Certificate Advanced Studies, sur les compétences émotionnelles de l'UNIJ. Donc, ça va démarrer l'année prochaine, au cas où, parce que quelqu'un m'a dit, il faut que tu rappelles ça. Et donc, je suis un des personnes, des enseignants dans ce CAS. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai, on n'a pas encore développé une formation. C'est vrai que dans ces cas, par exemple, on ira dans cette direction-là, au niveau officiel avec l'université. Pour le moment, on a quelques personnes avec qui on se sent plus à l'aise, c'est-à-dire c'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font pour les compétences émotionnelles. Et voilà, donc si jamais on peut voir si je peux vous mettre en contact avec quelqu'un. Le problème, c'est qu'au niveau université, moi, c'est compliqué, au niveau même administratif. Mais la façon qu'on fera, c'est vraiment avec les CAS, qui va commencer en 2020. C'est un Certificate in Advanced Studies en compétences émotionnelles. Non, ici, à l'UNIJ, en plus. J'ai une question peut-être que j'ai vue dans la pratique et puis aussi qu'on m'a confirmé que ça peut être mieux de ne pas parler de problèmes émotionnels. Par exemple, de dire à une personne t'es démotivé, t'es flemmard, je ne sais pas, parce que ça va s'en souvenir toute sa vie, et de parler de choses concrètes. Par exemple, le projet n'avance pas assez vite, il faut qu'on abandonne. Ça, une personne, elle est beaucoup plus facilement prête à accepter ce genre de critique. Oui, ça c'est vrai. Par contre, il y a des personnes différentes. Mais une autre façon de le faire, c'est par exemple de dire t'es démotivé, je n'ai marre. Au lieu de ça, on peut dire j'ai l'impression, ou ça me semble, que dans cette dernière période, tu es un peu moins motivé. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai? C'est très différent. Parce que nous, on donne la possibilité à la personne de nous répondre en disant non, il n'y a rien. S'il ne veut pas parler, il dira non, il n'y a rien. Mais c'est pas par hasard, mais s'il veut en parler, on lui donne la possibilité d'en parler. Donc on ne prend pas la décision pour lui, mais on lui offre la possibilité soit de faire face à cette chose, s'il veut, sinon on passe à parler des tâches, exactement comme vous avez dit. Donc il y a aussi cette façon de dire, et c'est un peu l'idée que je ne dis pas, pourquoi tu es en colère? Je ne dis pas ça. Je dis, ça me semble que tu es en train de te fâcher, d'aller en colère. Est-ce que je me trompe? Ou qu'est-ce que c'est que ça te dérange, s'il y a quelque chose qui te dérange? C'est un peu différent. C'est entre les deux. Ça veut pas, les deux, c'est correct. Mais je pense qu'il y a aussi l'espace entre les deux pour éventuellement en discuter. Aujourd'hui, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, du fait qu'on est de moins en moins en contact face-to-face. Est-ce que ça développe plus de formation sur l'intelligence émotionnelle? Parce que du coup, on est moins sollicité. Je pense à nos enfants qui sont beaucoup moins dehors que nous, enfants. Est-ce qu'il y a des recherches par rapport à ça? C'est une corrélation? Pas encore. Il n'y a pas de recherche. J'ai pas... Une chose que je n'ai pas des données. Et une chose que c'est important aussi, j'utilise ça pour le dire, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, c'est basé sur des études. Okay? Je n'ai pas mis toujours la référence pour ne pas alourdir les slides, mais c'est des données, des choses que j'ai reprises d'autres chercheurs qui sont publiées, qui sont validées. Par rapport à cette question-là, je n'ai pas de données. Mais je peux vous donner l'opinion du scientifique, c'est moi, qui n'est pas la science. Hein. Ça, c'est bien gardé en tête. L'opinion d'un scientifique n'est pas la science. Donc, en sachant ça,
moi, je ne suis pas très préoccupé par rapport à ça parce que je pense qu'heureusement, il y a encore plein d'espace pour des interactions. Dans le sens que c'est vrai, peut-être qu'il passe moins de temps dehors, mais bon, je parle, ma fille, elle a 7 ans, 6 ans et demi, elle passe de 8 heures du matin à 18 heures quand on va la chercher après le parascolaire avec des copines, avec des copains. Ils font des activités, ils vont jouer, ils se voient aussi les week-ends. Après, si à 18 heures, elle revient à la maison et après, je ne vois pas trop les problèmes. Je parle d'une âge où il y a encore ça. Mais même avant, il y a toujours l'école. Je pense que c'est un super bon facteur protecteur. Mais on n'a pas de données. Donc, ça peut être vraiment que ça va tout changer dans le sens négatif ou que rien ne va changer. Moi, je ne suis pas trop préoccupé par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a grandi en jouant à l'ordinateur, à la console, tout le temps. Mais ce n'était pas très facile à l'époque parce que je ne suis pas très vieux, mais quand même, je n'ai pas 20 ans. Et donc, ce n'était pas comment. Mais moi, j'aimais ça et j'ai passé souvent des après-midi entières à faire ça. Mais heureusement, ça va, non, au niveau social. Il y avait une question là? Oui, je voulais avoir votre avis sur est-ce que c'est possible de s'apprendre à interpréter les signaux physiques, main moite, un peu tremblant, machin, de s'apprendre à l'interpréter comme de la peur et de passer à de l'excitation. Parce que c'est plus ou moins les mêmes symptômes. Oui, alors ça c'est toute une autre chose qu'on n'a pas parlé des signaux physiologiques. Ce qu'on peut développer, c'est la conscience de mes signaux physiologiques, de mes changements. Je peux développer, c'est un peu self-awareness, ça fait partie de cette conscience de soi. Ce n'est pas juste de ce que je pense, mais aussi de ce que je sens dans le corps. Et les émotions, comme j'ai fait l'exemple de la corne à vin, le corps c'est important. On a 5 composants dans l'émotion. Une de ces composantes, c'est exactement la partie physiologique. Est-ce que je peux transférer la peur en excitation? Ça, c'est quelque chose qui demande du réappraisal. Ce que j'ai dit avant, de la réévaluation cognitive de l'événement. Ce n'est pas juste que je prends mon corps et je change. Ça, je ne peux pas. Ce que je peux, c'est si je change ma vision de l'événement. Et par exemple, je dois donner une conférence. Je suis en anxiété, j'ai peur, je suis tout tendu et tout ça. Mais d'un coup, j'arrive à réévaluer la situation live, dans le sens de temps réel. Comme on fait, c'est un challenge. Le fait qu'il y a autant du monde, en fait, c'est une preuve que le thème est intéressant. Voilà, ça devient une excitation positive. Mais ça ne part pas du corps, c'est la tête qui change l'évaluation. L'autre composant, c'est exactement l'évaluation cognitive. Et c'est ça qu'on peut utiliser pour changer notre réaction. Ouais. Oui, si on arrive à réévaluer la situation, oui. Mais ce n'est pas la peur. C'est ce que je pense. La peur, typiquement, est causée pour quelque chose qui est négatif et on a un sens de coping bas. Coping, c'est faire face à quelque chose. La différence entre colère et peur, par exemple, c'est typiquement ça. C'est pour ça que la colère, dans plusieurs situations, est mieux que la peur. Parce que la colère implique que j'ai le sens que je peux faire quelque chose pour changer la situation. Peur, je ne peux rien faire, je dois fuir. Et c'est cette évaluation qui change. Si je peux changer, je ne peux rien faire, je peux faire quelque chose. Ah non, je viens. T'étape. J'ai une question. Oui. Aujourd'hui, le bonheur au travail, c'est très trendy. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions? Des bonnes? Non. Alors, toutes les émotions sont bonnes dans la bonne situation. Dans le sens que... C'est vrai, dans le sens que, comme je dis, les émotions, c'est quelque chose qui nous apporte une possibilité de répondre plus efficacement à un événement, à une situation. Honnêtement, dépasser 8 heures au plus au travail dans un état de chagrin, tristesse, colère, je préfère passer 8 heures dans un bon état émotionnel. Donc, c'est le bonheur du travail. Je pense que c'est une bonne chose. Après, bonheur, ça peut être aussi, comme j'ai fait l'exemple de mes beaux-parents, de mon beau-frère, qui sont heureux de ce qu'ils font, mais ils souffrent des fois. Des fois, ils se plaignent de ce qui se passe, ils sont fatigués. Ce n'est pas que tout ça va toujours bien, mais c'est un autre niveau qui change. Donc, moi, je pense que le bonheur au travail, c'est quelque chose que c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ce n'est pas suffisant
pour tout changer, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'avoir, parce que ça change vraiment c'est un lieu de vie, le travail. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance du conditionnement de la vie qu'on a eu sur les émotions qu'on a? Par exemple, à l'école, on nous apprend que ceci, les parents nous apprennent que cela, on va ensuite, on nous dit que. Quelle est l'importance de ça par rapport aux émotions? Énorme. Les émotions spontanées. Énorme. C'est comme ça qu'on apprend les émotions. C'est même s'il y a l'idée que ce sont des choses spontanées, innées, c'est pas exactement ça parce qu'on change énormément de choses. On apprend quand c'est approprié, par exemple, d'éprouver certaines émotions. On apprend que dans certaines situations, il faut avoir peur, ou il faut être en colère, ou il faut taper quelqu'un. Même on se passe un comportement lié à une réaction d'agressivité, que ce n'est pas vraiment une émotion, mais c'est dans les mêmes mots. Donc, ce que vous avez mentionné sont les expériences qui déterminent notre réaction émotionnelle et aussi notre compétence émotionnelle. C'est pour ça que j'ai dit aussi avant que c'est seulement à travers l'expérience que nous arrivons à être ce que nous sommes par rapport à nos émotions, à notre capacité de les gérer, de l'exprimer, parce qu'on n'apprend pas les émotions au niveau explicite. Comme je dis maintenant, c'est en train d'un peu changer. Il y a plus de conscience du fait que c'est quelque chose d'important. C'est une compétence que ça vaut la peine d'enseigner aux enfants, de les entraîner. Et donc peut-être ça va changer. Mais de toute façon, les expériences dans la famille, avec les peers, donc les copains, ça c'est très important. Même au lieu de travail, on apprend des comportements. Par exemple, comme je dis, la plupart des lieux de travail, pleurer, c'est interdit, c'est quelque chose qui met toujours de la difficulté. Peut-être qu'il y a des espaces où ça c'est accepté, mais on apprend la cultural appropriateness de certaines émotions. Il y a aussi des études, je dis ça parce que c'est intéressant, il y a des études qui démontrent que ça c'est pour les différences culturelles, que dans des pays orientaux, dans les candidats qui mettent des photos, par exemple, sur les CV, avec ce qu'on appelle un sourire polite, éduqué, social, voilà. Ils sont préférés aux candidats qui mettent sur leur CV des photos avec un sourire plein. C'est l'opposé aux États-Unis, parce que c'est le type d'émotion qui est approprié au contexte du travail dans les deux pays. C'est pas que les deux, tout le monde a les mêmes émotions, plus ou moins, mais c'est juste que des fois, sont exprimées ou vécues ou appropriées d'une façon différente. Moi, j'avais une question. Je rebondis sur celle-là, la question de l'éducation, qui rebondit aussi sur des exemples qui ont été donnés. Tu as évoqué le lien entre système de valeurs et émotions. Ah oui, ça, c'est une autre conférence. Et alors, pour poursuivre encore par rapport à la question que Nadine a posée, est-ce que cette nouvelle religion, je vais dire, du bonheur au travail, c'est pas finalement un nouveau système de valeurs qui est en train de se mettre en place et qui peut avoir l'effet pervers de nous amener à évaluer et à réagir négativement à tout ce qui finalement n'est pas en phase avec cette nouvelle idéologie, ce nouveau système de valeurs? Alors, sûrement, c'est un nouveau système de valeurs au niveau travail parce que il n'y avait pas la place pour ça avant. Et donc ça, je suis tout à fait d'accord. Qui peut avoir des effets pervers, je ne sais pas, honnêtement. Je pense que ça dépend de l'implémentation. En même temps, je pense que ça change aussi, ça a déjà changé un peu dans la culture. En fait, c'est un effet plus qu'une cause. Parce que c'est changer les attentes des gens. De plus en plus, on entend des gens, vous connaissez plus le monde du travail que moi, je suis à l'université, j'ai plein de rapports avec l'industrie, mais évidemment, j'ai aucune... ma expérience n'a rien à voir avec la vôtre qui est beaucoup plus approfondie, mais ce que j'entends, j'ai vu, c'est que maintenant, une des motivations principales que les gens cherchent, les jeunes surtout, c'est cet aspect, quelque chose qui ça a du valeur, qui ça me plaît, qui ça me motive. Je ne vais pas juste travailler pour l'argent. Et donc peut-être que cette idée que dans l'espace de travail, le lieu de travail, il faut avoir aussi de bonheur, soit aussi un complémentaire à ce changement de vision qui est déjà dans la société. Mais ça, c'est l'opinion, même pas d'un scientifique, mais la mienne, parce que
je n'ai pas vraiment de données, je n'ai pas vraiment d'expérience suffisante pour ça. Par contre, je vois qu'il y a un lien entre ces deux éléments. Peut-être que, en fait, c'est un reflet. Donc, pour avoir plus de gens qui sont motivés à venir, à rester, on essaye d'améliorer l'espace de travail. Et de toute façon, je pense que c'est mieux. Si on se sent bien au travail, c'est mieux. L'idée, ça... Sur la religion, ça, c'est autre chose. Mais que Sur le lien entre le système de valeurs et l'émotion. Ah, ça, c'est une autre conférence. Il y a des livres entiers écrits. Et on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails, mais clairement, les émotions sont influencées énormément pour les valeurs. Comme je dis, si on a une émotion, c'est parce que quelque chose d'important s'est passé par nous. Et ce n'est pas juste parce que c'est quelque chose qui nous menace la vie. Ça peut être vraiment, comme j'ai fait l'exemple du Ultimatum Game, une valeur de le respect, l'équité qui n'est pas respectée. Et donc, j'ai une réaction émotionnelle et j'agis. Donc ça, mais vraiment, c'est vraiment un thème en soi. Mais si, il y a un lien très, très, très fort. Comment on pourrait gérer des sentiments, des émotions tellement négatives, des outils, par exemple, dans un processus de restructuration, quand tout le monde a peur, quand 200, 300 personnes doivent partir, comment on peut faire c'est impact Oui. de productivité négativement. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'on fait Non, je sais, c'est quelque chose de difficile, de grave. Dans le sens que déjà, il faut mettre en place toutes les ressources possibles pour accompagner les gens aussi avec une prise de conscience. J'ai fait l'exemple de la personne à moi proche parce que c'est un cas, ok? Mais le fait qu'il a vraiment perçu la solidarité, la tristesse, la souffrance de la personne qui était responsable finalement du fait que son job allait disparaître, ça lui a fait vraiment un effet énorme. Évidemment, quand il y a 200 personnes, c'est difficile d'avoir ces rapports individuels. Mais par exemple, ça pourrait être un facteur qui peut aider. Après, c'est évident que s'il y a des mauvaises nouvelles, c'est aussi approprié d'être en anxiété, en colère, triste. Et il faut l'accepter, je pense. La partie des gens qui doivent gérer cet aspect, ces processus-là, il faut faire le mieux pour aider les gens à changer leur évaluation de la situation. Mais la seule chose concrète, c'est que je dois accepter que les gens soient en colère, ou qu'ils soient tristes, ou qu'ils soient anxiétés. Je sais que ça impacte la productivité, mais franchement, ils ont raison. Les choses qui vont être licenciées d'ici un mois, quel niveau de motivation je peux avoir? Après, il y a, comme je dis, dans ces cas-là, cette personne-là, non, moi je viens au travail jusqu'au dernier jour. J'essaie de faire le max jusqu'au dernier moment, même s'il sait qu'il va partir. Parce que c'est dit, bon, ce n'est pas la faute à eux. Moi, j'ai une dignité pour mon travail. Pour moi, c'est important. Mais c'est l'exception. Je n'ai pas de solution. Je ne travaille pas dans les ressources humaines pour gérer ça. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Mais la première étape, c'est d'accepter le fait que les gens vont être en colère, tristes et en anxiété. Parce que c'est normal, je pense. Il faut accepter, c'est le job que la personne a, ça fait partie aussi d'accepter le fait que les gens vont être contents, vont sourire tout le temps. 2 dernières questions. Je voulais savoir ce que vous pensez de la programmation neurolinguistique pour améliorer notamment la gestion des émotions. J'essaie d'être... Alors, je ne pense pas trop, en général, de la PNL, parce que je connais une personne, en fait, que j'ai rencontrée il y a longtemps en Italie, dont j'ai une bonne estime de lui. Donc, j'avais toujours une opinion plutôt négative de la PNL, mais lui, il me questionne, en fait, cette croyance que j'ai. Par contre, si j'oublie mon opinion, donc ça compte rien, au niveau scientifique, ça n'existe pas. Il y a des fois, comme cette personne que je connais, qui disent qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a des effets, mais c'est quelques études dans des conditions particulières.
c'est dans des journaux qui n'ont pas de réputation scientifique très élevée. Et pour dire, comme j'ai dit avant, l'opinion d'un scientifique, même s'il y a une étude qui dit ça, ça ne suffit pas. La science est faite pour plusieurs dizaines, centaines d'études qui, ensemble, définissent qu'il y a un effet d'un certain type pour certaines applications. Donc, mon opinion personnelle, ça ne compte rien. Mon opinion scientifique, c'est que cette technique, au niveau scientifique, n'est pas reconnue. Et ce n'est pas parce que les gens ont fait un complot pour l'éviter, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé des effets. Par contre, rien contre les gens qui les utilisent, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux dire sur une méthode scientifique. Prouvé. Il y a encore une question? Il y avait encore une question? Non, je croyais qu'il y avait une... Non, parce que vous avez dit deux questions. D'accord, oui, parce que je croyais qu'il y avait une autre personne. Quand on parle de QE et puis IE, c'est la même chose? Alors oui, donc on fait intelligence émotionnelle et après ils utilisent les mots QE pour dire quotient émotionnel pour faire les parallèles avec intelligence cognitive et intelligence QE. Mais quand on dit QI, quotient intellectuel, après on parle d'intelligence. QE c'est juste la mesure qui est faite avec certains instruments. Mais si on veut, intelligence émotionnelle, c'est l'habilité et QE c'est les niveaux de cette habilité. C'est juste l'unité des mesures. On parle de... Ouais, comment dire, l'auteur, c'est quelque chose, et le centimètre, c'est la mesure. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci à vous. Passez de très beaux jours, très belles semaines d'ici la fin de l'année. On vous donne rendez-vous le 20 février. Donc, pour le prochain Afterwork, qui sera sur les entreprises libérées, gouvernance partagée, mythes et réalités. En gros, c'est ça.